Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Michael Collins est mort avant-hier. L'information figure dans le journal ce matin. Sa biographie se résume quasiment à une date, le 20 juillet 1969. Pas certain que vous vous en souveniez. Quant à son nom à lui, Michael Collins. Vous l'aviez sans doute oublié. Mais peut-être pas celui d'Apollo 11. Peut-être même, vous rappelez-vous les grandes lignes. Le décollage depuis le Cap Canaveral. Le colossal lanceur Saturn V, haut de 110 mètres pour plus de 3000 tonnes, crachant ses flammes. Les 4 jours pour gagner l'orbite de la Lune et tourner 10 fois autour. La séparation du module lunaire qui emporte le commandant de mission, Neil Armstrong, et le pilote Edwin Buzz Aldrin, d'avec le module où Collins demeure seul à orbiter la Lune. Puis, en pleine descente lunaire, l'alarme sur l'ordinateur de bord. Rapidement, la rupture de toute communication avec le centre opérationnel terrestre, à Houston. Enfin, le silence. Le vide sidéral. Et l'oubli du temps. Après l'alarme sur le module d'alunissage lors de la descente, Houston a interprété la subite rupture des communications comme une désintégration de l'engin. La vérité, c'est qu'il n'en est rien. Je discutais avec Louise quand tout cela est arrivé. J'avais 26 ans et je discutais régulièrement avec elle depuis 1 mois et demi. Pourtant, je ne connaissais pas son visage. Je l'imaginais. Des cheveux bruns mi-longs, bouclés, une peau trop blanche pour le soleil australien, des taches de rousseur sur les joues et des robes blanches à volants avec de discrets motifs de fleurs. Mon anglais scolaire l'amusait. Derrière mon micro, avec mon dictionnaire Harper et Collins à portée de main, je tentais de suggérer à Louise que si nous avions l'occasion de nous rencontrer, si peut-être l'un de nous deux traversait le monde, qui sait? Les radioamateurs sont des gens un peu particuliers. Une communauté informelle de femmes et d'hommes qui s'enferment chez eux pour parcourir le monde par ondes interposées. Plaisir étrange. Discuter avec des personnes qui partagent le même rêve que vous et qui se trouvent à des milliers de kilomètres de vous, sans jamais savoir qui peut capter incidemment leur fréquence. Ce jour-là, Louise et moi avions établi le contact, à l'heure où Armstrong et Aldrin étaient encore en route pour la gloire. Tandis que le 3e larron, Collins, les regardait s'éloigner vers la Lune par un hublot du module où il devait rester en orbite de notre satellite. À sa place, j'aurais pleuré. Pourquoi, à cette heure-là, Louise et moi n'étions pas devant un téléviseur comme le reste de l'Occident? Je ne sais plus trop. J'étais certain que Louise adorerait la France si elle y venait, et j'étais certain que j'aimerais l'Australie si j'y allais un jour. Voilà à peu près ce que je venais de lui déclarer maladroitement, en n'osant pas encore ajouter que l'essentiel était qu'un jour, l'un adore le pays de l'autre. Pile à ce moment-là, j'ai entendu une sorte de larcène. Par réflexe, j'ai éloigné le micro de ma bouche. J'ai tripoté quelques boutons, tapoté 2 ou 3 cadrans, tout paraissait normal. Le sifflement continuait. J'ai très nettement entendu, quoique entrecoupé par des dignes des retransmissions de l'ORTF un jour de brouillard, cette phrase. Houston, we've got a problem. C'est à partir de là que j'ai surpris les conversations entre Collins, d'une part, et Armstrong et Aldrin, d'autre part. Le centre opérationnel terrestre a accusé réception du SOS de Collins. Son module orbital jouait le rôle d'antenne relais vers Armstrong et Aldrin. Mais apparemment, ceux-ci n'ont pas entendu la première réponse de Houston. Non plus que ce message.
2 minutes plus tard. L'alarme sur la console provenait sans doute de la saturation de la mémoire de l'ordinateur de bord. Faute de réaction, Houston a demandé. Collins, vous m'entendez? Rien. Puis, s'adressant à Aldrin dans le module d'alunissage. Hegel, vous m'entendez? Rien non plus. Bien sûr, Houston a dû tenter de rétablir la communication par tous les moyens, essayer toutes les fréquences de secours prévues. En vain. Forcément. Ce n'est pas que Collins ne pouvait plus répondre. C'est qu'il ne voulait plus répondre. Ce qu'il a bidouillé pour court-circuiter l'alunisseur et demeurer seul à pouvoir échanger avec Armstrong et Aldrin jusqu'au bout, sans que Houston ne l'intercepte. Je ne peux que l'imaginer. Ici Collins, les gars. Je n'arrive pas à restaurer la communication avec Houston. Reçu. A notifié Aldrin au bout de 3 secondes. Système hors service. Je crois qu'un truc a grillé. Ça sent l'ozone ici. Impossible de rétablir. Reçu. Louise m'a répondu que j'avais raison. Elle avait toujours rêvé de visiter la France. Depuis ses 3000 km d'altitude au-dessus de la Lune, Collins continuait à communiquer avec ses 2 acolytes. Ceux-ci s'approchaient de plus en plus du sol poussiéreux et crevassé. L'alarme continuait à biper sur leur console. « Qu'est-ce qu'on fait ?» a demandé Collins. « On continue », a répondu Armstrong. Évidemment. « Je reprends les commandes manuelles », a annoncé Armstrong. « Ok », a dit Aldrin. « Ok », a dit Collins. « 120 secondes de carburant restant », a annoncé Aldrin. « Ok », a dit Collins. « Ok », a dit Armstrong. 100 secondes, a annoncé Aldrin. Visibilité 4 sur 10, a apprécié Armstrong. Ça valse de partout là-dessous avec les propulseurs. 90 secondes. Ah, s'enthousiasmait Louise. Enfin, découvrir Paris, Versailles, les châteaux de la Loire. Elle prononçait Paris, Versailles, Loire. 65 secondes, a annoncé Aldrin. Son nom, Buzz, venait de sa petite sœur qui, quand elle a commencé à parler, l'appelait Buzzer au lieu de Brother. Ça lui était resté. « Ça ira !» a dit Armstrong. « Ça ira !» Aldrin égrenait. 55. 50. Ici. A fait Armstrong. Ils se sont tus. Pendant un temps indéterminé, je ne sais plus trop de quoi Louise m'a parlé. Quelque chose sur le pays de l'amour, peut-être. Édith Piaf. Ces compliments qu'elle adressait à la France, je les prenais pour moi, mais je n'entendais que d'une oreille, de l'autre, j'étais collée au mythisme des astronautes. J'avais une soif dévorante. 10 pas vers le robinet risquaient de me faire passer à côté des minutes les plus cruciales de ma vie. Soudain, Aldrin a annoncé. 25. Coupure moteur! S'était écrié Armstrong. Trop vivement à mon goût. 20, a déclaré Aldrin. Et alors il y a eu les 10 secondes du plus grand silence depuis avant le Big Bang. Les gars, a appelé timidement Collins. God, a agonisé Aldrin. Eagle has landed, a annoncé Armstrong. Congratulations, guys, s'est écrié Collins. On me sentait sincère. J'ai appuyé mon pouce droit sur mon poignet gauche pour prendre mon pouls. Louise m'a demandé si j'habitais loin de Paris. Yes, a répondu Armstrong. Mais sûrement à autre chose. Mon cœur battait à 150. Tu as l'air fatigué, a observé Louise. Moi aussi, il faut que j'aille me coucher. J'ai ressenti un soulagement. Armstrong et Aldrin ont entrepris une checklist qui a duré des heures. Je me suis endormie sur ma chaise. La tête sur mes bras. Je me suis réveillée. J'ai bu 1 litre d'eau. Je me suis traînée aux toilettes. Et je suis revenue m'endormir, devant le micro.
J'attendais Louise. J'attendais la lune. Collins n'intervenait quasiment plus. Vers 2 heures du matin, ça a commencé à remuer à nouveau. Armstrong s'est équipé pour effectuer la première sortie d'un être sur un corps céleste, extraterrestre. Je me sentais affreusement vaseux. J'ai été surpris que Louise reprenne aussi vite la communication. Le facteur l'avait réveillée, m'a-t-elle expliqué. Il fallait signer l'accusé de réception pour ses billets d'avion. For your what? For where? Mon anglais scolaire de lycéen se noyait dans le magma de mon cerveau. La trappe du module lunaire s'est ouverte. Je transpirais à grosses gouttes malgré la fraîcheur du sous-sol. De la main droite, j'ai saisi le micro et son pied s'est mis à jouer des castagnettes sur ma table. J'ai envie que Louise se taise pour suivre la lune et que la lune se taise pour ne pas louper mon atterrissage avec Louise. L'énorme casque sur mes oreilles s'enfonçait lourdement dans mes tempes. I go, a simplement dit Armstrong. Genre, je vais chercher le pain. J'aurais aimé savoir ce qu'il avait vraiment dans la tête à ce moment-là. À quoi ça sert d'entrer dans l'histoire si personne ne sait que vous y entrez? Entendons-nous. Je suppose qu'il existe des milliers de types, et même de filles, qui auraient signé sans hésiter pour une mission sans retour, effectuer 3 pas sur la Lune et mourir aussitôt. Et même sans gloire. Quand on regarde nos vies, qu'est-ce qui fait le poids? Moi, déjà, à 26 ans, j'aurais signé. Ça m'a donné un coup au cœur quand sa voix a trahi la panique. Armstrong aurait dû prononcer les mots qui ont suivi d'un ton assuré, mais ça devait se bousculer dans la tête. Rêvait-il de gloire ou de revoir ses 2 fils? À l'instant de formuler les paroles censées s'inscrire plus grand encore que Veni Vidi Vici dans l'encyclopédie de l'humanité, tout s'est effondré dans sa bouche. Jules César se cassant la figure de son char en plein défilé triomphal de Rome. Aldrin l'a entendu. Collins l'a entendu. Je l'ai entendu. That's one steeple. That's a small spell for human. Ensuite, un terrible blanc. Armstrong a dû s'imaginer être la risée de la Terre entière. À jamais, il resterait comme le premier homme à avoir bafouillé sur la Lune. Tu m'entends? A demandé Louise avec une pointe d'impatience. J'étais suspendue aux lèvres d'Armstrong qui a fini par se reprendre. That's one small step for man, a giant leap for mankind. Je crois, je consigne tout ça de mémoire. De même que ce bruit étrange. Clong! Ouch! Peut-être qu'Armstrong a tenté de s'essuyer le front après l'effort, oubliant qu'il portait un scaphandre. Tu m'entends? A répété Louise. Oui. Et toi? Tu entends ce que j'entends? Tu entends l'autre conversation? Quelle autre conversation? Je capte un truc pas normal en même temps que je te parle. Quoi? Je n'ai pas osé avouer la vérité. Les mecs sur la Lune? Elle m'aurait pris pour un fou. Pourtant, ça aurait été le moyen de savoir si elle croyait en moi ou pas. Aldrin est sorti à son tour de la lunisseur. D'après ce que j'ai compris, ils ont effectué quelques bonds, jouant comme des gamins, avec la faible pesanteur. Puis ils sont redevenus sérieux. Ils s'apprêtaient à planter un drapeau américain à une 50aine de mètres du module. Pile à ce moment-là, ici Collins. Système de contrôle d'accrochage hors service. Pardon? A fait Aldrin, grillant la politesse à son commandant de mission. Le système de contrôle retour sur module orbital est mort. J'ai bien peur que vous ne puissiez plus raccrocher en orbite, les gars. Là, le blanc a duré plus longtemps. Reçu. A bafouillé Armstrong à son tour. Mike, tu en es certain? Vu les grésillements qui sortent du panneau, je dirais que oui.
En plus, la trajectoire de mon engin est en train de dévier, je m'éloigne de la Lune. Fuck! C'est impossible! C'est ce que vous avez réalisé qui était impossible, les gars. Mike! Je suis vraiment, vraiment désolée, les gars. Le temps d'intégrer ça, forcément, les gars n'y croyaient sans doute pas totalement sur la Lune. Ils devaient se dire, Collins va trouver une parade, il existe un circuit de secours caché. Houston va envoyer une ambulance avec le gyrophare. Je me suis repris. Tu es sérieuse, Louise? Tu viens en France? Oui, tu en as mis du temps. J'étais prêt à abandonner Aldrin et Armstrong à leur sort si c'était le prix à payer pour rencontrer Louise. Pourtant, en me décarcassant, j'aurais sans doute pu contacter la NASA et leur raconter la réalité des événements quasiment en direct. Je ne l'ai pas fait. Qui aurait pris au bout du fil un Frenchie appelant en PVC, baragouinant l'anglais et affirmant qu'il avait retrouvé à lui seul les astronautes perdus? Ce jour-là, la NASA a dû recevoir des centaines de coups de fil farfelus. Je n'ai plus rien capté de la mission ensuite. Collins a dû couper tout contact et sans son relais, je ne pouvais plus entendre ce que les deux autres se racontaient. Ça vaut mieux. Pour eux, ça a dû être très long et pas très très gai. Ou bien Armstrong et Aldrin se sont paisiblement allongés côte à côte, sur le sol lunaire, pour contempler les étoiles avant d'en retourner poussière. Le fiasco d'Apollo 11 a suscité bien des théories dans la presse et au comptoir. Sabotage des rouges, complot d'une CIA jalouse des budgets stratosphériques accordés à la NASA. Attaque de sélénites vivants jusqu'alors bien heureux, car bien cachés sous la surface de la Lune. Mais officiellement, Collins a confirmé la version de la désintégration du module lunaire au cours de la descente. De mon côté, juste après que Collins avait appris à Armstrong et Aldrin qu'ils ne reviendraient pas, j'avais pondu un ou deux Marvelous! Marvelous! À destination de Louise, sans plus trop savoir de quoi je parlais. Mon ton ne devait pas sembler très convaincu. Elle avait ajouté « J'espère sincèrement que nous aurons le temps de nous voir. » Sincèrement? Pourquoi n'en aurions-nous pas eu le temps? Naïveté. Naïveté d'avoir cru que j'étais le seul type à grandes oreilles avec qui elle communiquait. Communiquer, voilà bien le mot. Il est vrai que parfois je l'avais assommée avec les subtilités techniques des plans de montage des râteliers radio. Avec l'autre, de Paris, c'était différent sans doute. Il s'était découvert des points communs. La peinture romantique du 19e siècle. Les randonnées en montagne. Est-ce que d'ici à son arrivée en France, un mois plus tard, j'accepterais de lui donner quelques cours de français par radio? Elle voulait lui faire bonne impression, à lui. J'étais effondrée. No way! Mais j'ai menti. Of course. Pendant ce temps-là, deux types regardaient la Terre tourner sur elle-même. 4 fois plus grosse dans le ciel sélène que ne l'est la Lune dans le ciel terrestre. On sent la gêne dans le communiqué de la NASA sur la disparition de Collins, retranscrit dans le journal de ce matin. Grand astronaute, dévouement. Pas une fois n'est cité Apollo 11. Je prends appui sur ma canne et ouvre la porte. En levant le nez, il vous suffit d'une paire de jumelles pour discerner l'endroit où Armstrong et Aldrin doivent encore reposer. Sur la droite de la face visible de la Lune, vous distinguerez une oblique de 3 taches grises.
Ils se sont posés sur celle du milieu, la plus grande. Mare Tranquillitatis. Ainsi se nomme ce cratère de près de 900 km de diamètre et aussi vieux que la Terre elle-même. J'y pense seulement maintenant. Peut-être que Houston a compris le jeu de Collins. Peut-être que Houston a réussi à intercepter ses communications avec Armstrong et Aldrin. Et peut-être que Nixon a préféré assumer un échec spatial avec un homme revenant sain et sauf, plutôt que reconnaître un échec avec en prime un traître revenant sain et sauf. Et si ça se trouve, Louise attendait seulement que je lui dise « Va te faire voir avec tes cours d'anglais. C'est toi que je veux. » L'autre n'est qu'un tocard de parigot. Je saute dans le premier avion. Déjà qu'on ne sait jamais très bien ce qui se passe réellement dans la vie. Alors comment savoir pourquoi ça advient? Ce que je sais en revanche, c'est qu'il n'existe pas de plus beau nom pour reposer en paix. La mer de la tranquillité. That's one small step for man, one giant leap for mankind.